ayant eu un diplôme de pilote d'avion en Belgique, donc ils avaient le même profil que moi. Donc la vie parfois vous rend l'appareil dans l'autre sens. Vous devenez le chauffeur du ministre. Ouais. Faut pas tout stigmatiser sur l'école et pas se dire j'ai raté l'école, ma vie est foutue ou je n'ai pas le bon diplôme. C'est faux. Moi j'ai appris que la persévérance paye. Il faut jamais baisser les bras. Il faut jamais baisser les bras. Attendez, moi le CV, c'est dans le CV on peut tout mettre. Bon, je ne veux pas ton CV, parle-moi de toi. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Parlement de Toi TV. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro avec Monsieur Sam Nessa. Bonjour Monsieur Nessa. Bonjour Blanche. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va bien, merci. Bienvenue sur notre chaîne Parlement de Toi TV. Monsieur Sam Nessa a plusieurs casquettes professionnelles. Diplômé comme aspirant pilote de ligne à l'école de Sabena, courtier en assurance et en crédit, et développeur immobilier, mais nous allons lui laisser le temps de s'expliquer. En passant, nous tenons à dire merci à l'hôtel Ibis de Liège qui nous reçoit cet après-midi dans ses locaux. L'hôtel Ibis de Liège se trouve juste en face de la gare de Guillemins. Si jamais vous êtes à la recherche d'un hôtel pour séjourner, vous serez bien accueillis, vous êtes au bon endroit. Monsieur Nessa, parlez-nous un peu de vous, brièvement, pour les personnes qui nous suivent, pour qu'ils sachent un petit peu qui vous êtes dans une petite présentation, s'il vous plaît. Donc merci de me recevoir ici à Liège-Guillemins. Le plaisir est partagé. C'est un quartier très en développement et c'est bien de mettre en valeur ce type d'évolution. Donc merci de m'accueillir. Donc comme vous l'avez dit, je m'appelle Sam Nessa, j'ai 3 enfants, j'habite à Rouen. Donc j'ai 2 filles et un garçon, Mohamed, Amel et Anissa. Comme vous l'avez dit dans votre présentation, donc à la base, professionnellement parlant, j'étais destiné, en tout cas je voulais, mon rêve était de devenir pilote d'avion. Donc dès 16 ans, j'ai entrepris de suivre une formation, d'abord à Aviasud, donc à l'école privée de l'aéroport de Bierzet, anciennement, parce qu'on connaît aujourd'hui, à son époque il était beaucoup plus petit. Et puis j'ai suivi ce cheminement vers l'évolution pour devenir pilote de ligne. Et c'est donc en 2001 que j'ai été breveté de ce diplôme. Mais comme tout le monde le sait, l'histoire m'a bloqué puisque nous avons eu les attentats aux États-Unis, les 2 tours du World Trade Center, qui ont bloqué, comme tout le monde le sait, l'économie et particulièrement le domaine aérien. Et pour la petite anecdote, ils étaient marocains, ayant eu un diplôme de pilote d'avion en Belgique, donc ils avaient le même profil que moi, donc très vite les portes se sont fermées face à moi pour des raisons de sécurité, ce qui était logique à l'époque, et donc j'ai dû me réorienter dans une autre activité. Comme je vous l'avais expliqué quand on s'était rencontrés, un diplôme de pilote d'avion n'ouvre aucune porte particulière, c'est vraiment spécifique à ce métier-là. Et donc j'ai dû rebondir là-dessus puisque mes parents avaient investi, il y avait des crédits bancaires, on a dû rebondir. Donc j'ai fait beaucoup de métiers, on ne va pas tous les citer, sinon on peut faire toute l'après-midi là-dessus. Mais on va parler des fonctions actuelles. Donc comme vous l'avez dit, je suis actuellement courtier en assurance et en crédit. Donc on a plusieurs bureaux sur la région. On ne travaille pas avec une compagnie en particulier, on est ouvert à toutes les compagnies, tant en assurance qu'en crédit. À côté de ça, j'ai une casquette dans l'immobilier, de développeur immobilier. Donc soit les gens me demandent de développer un permis avec eux et un projet de construction, soit les gens sont à la recherche d'un bien spécifique et je les aide dans cette recherche. D'accord, en tout cas merci pour la présentation, mais vous êtes aussi manager de Nicolas Lezina. Tout à fait, donc je m'occupe des intérêts de Nicolas Lezina. Pour la petite histoire, son papa est mon collègue et donc effectivement je défends et je représente les intérêts de Nicolas. Donc je négocie les partenariats, je surveille les partenariats, je suis en connexion avec les télévisions, avec les producteurs et à travers ça je l'aide à se développer, à verrouiller les contrats et à surveiller tout ce qui est juridique et financier autour de sa carrière. D'accord. Et ici, parlez-nous un petit peu de votre rêve. C'est venu comment en fait? C'est vraiment depuis tout petit que vous avez envie de devenir pilote ou il y a eu quelque chose quand vous étiez tout jeune qui a fait que vous avez développé cet amour pour les avions? Alors, je suis originaire de Lonsin, donc mes parents habitent à Lonsin, qui n'est pas très loin d'Aouan, c'est la commune juste à côté. Oui. Et donc, dans les années 90, 80, 90, il y avait toujours l'aéroport militaire. Et donc j'étais toujours fasciné de voir ces avions militaires passer au-dessus de chez moi ou au-dessus de l'école quand je rentrais de l'école.
Et mon papa, qui a toujours été là pour moi, m'a dit, tiens, je lui demandais, papa, emmène-moi voir ces avions. J'étais fasciné. Et un jour, donc on allait en vacances tout le temps au Maroc. On n'apprendra rien à personne, mais c'était par la route, l'autoroute du soleil, la voiture remplie. Et puis malheureusement, j'ai perdu mes grands-parents paternels. Et donc mon papa a dit, à présent, on va moins aller au Maroc, on va un peu visiter le monde. Et on a pris un avion. Et le premier avion qu'on a pris, on est allé à Saint-Domingue, en République dominicaine. Et là, je me suis dit, je n'avais jamais vu l'avion de l'intérieur, je le voyais juste à travers, en regardant, en levant les yeux au ciel comme tout le monde. Et quand je suis rentré dans l'avion, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. Okay. C'est ce premier voyage qui m'a ouvert cette envie, cette découverte. Et après, donc, j'ai dû attendre parce qu'il fallait 16 ans minimum pour rentrer dans l'école, pour avoir le premier brevet, ce qu'on appelle pilote privé. Et donc, je l'ai passé à Bierzet. Et tous mes instructeurs étaient des pilotes de ligne, eux. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller avec eux dans des cockpits, de faire des voyages, de découvrir, d'aller dans la tour de contrôle. Et ça a suscité, développé mon envie. Et donc c'est comme ça que je l'ai toujours voulu. Et d'ailleurs aujourd'hui, à l'heure actuelle, parler avec mes enfants, ils vous diront que je regarde les avions dans le ciel, que si je vais à Bierzet, je vais m'arrêter sur le bas-côté, regarder, que j'ai une application sur mon GSM qui me permet de suivre les avions et que malgré tout, je vole de temps à autre, donc je prends quand même les commandes d'un petit avion et j'ai toujours le même plaisir. Malheureusement, on ne peut pas vivre sur des regrets, il faut pouvoir avancer. Et la vie a fait que, voilà. Et aujourd'hui, il est un peu trop tard pour que je le fasse, puisqu'il faut avoir moins de 35 ans pour rentrer dans une compagnie aérienne. Malheureusement, c'est trop tard. Ok. Mais revenons un petit peu en arrière, quand vous dites que, quand il y a eu les attentats et tout ça, mais vous, votre rêve de devenir pilote, vous finissez vos études, vous avez votre brevet en main, donc là vous dites ça y est, mon rêve se réalise, je vais enfin pouvoir voler et votre carrière se brise avant même de commencer. Mais émotionnellement, sachant que vous êtes sacrifié en étudiant, comme on le sait aussi, beaucoup de jeunes rêvent d'avoir leur permis de voiture, leur permis de conduire, mais vous, c'était tout de suite votre permis de pouvoir voler. Et là, vous avez tout en main, toutes les clés et même votre uniforme pour pouvoir voler, mais votre carrière se brise, vous ne volez pas. Émotionnellement, comment est-ce que vous avez vécu ça? Comment vous avez fait pour surmonter justement cette partie-là? C'est dur, c'est des moments, surtout quand c'est son rêve, c'est des moments très compliqués à vivre. C'est pas les moments les plus joyeux. Et puis j'ai la chance, et je les ai toujours, d'avoir des parents que je remercierai toute ma vie, qui ont été très attentifs et très à mon écoute. Et on a dû rapidement prendre une décision, puisque plus rien n'allait arriver. Et donc la situation allait rester figée pour une durée indéterminée. Donc émotionnellement, c'est dur. Ça, c'est comme vous l'avez dit, c'est comme si on vous empêchait vous aviez votre permis voiture et qu'on ne vous donne pas de voiture, c'est le même principe. Et vous les regardez passer et vous ne pouvez pas être dedans. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir avancer, pouvoir se dire, bon, tant pis, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, voilà, ma maman m'a dit, il faut que tu retravailles directement, il faut que tu fasses quelque chose. Et donc, j'ai commencé à travailler au Cora. Pour la petite histoire, c'est au Cora, mon premier job. Je me suis retrouvé au Cora à Recours. Ce qui n'avait rien à voir avec un avion. Je me retrouvais vendeur dans un rayon électroménager. Ce qui était super sympa, c'était amusant aussi. Mais voilà, j'étais arrivé au top de ce que je voulais faire. Comme vous dites, avec des sacrifices financiers, avec du temps. Puisque les heures de vol, j'ai dû les payer. Oui. Donc j'ai travaillé à la Sabena tous les week-ends pendant ma formation comme étudiant, ce qu'on appelait weekendiste. Ça s'appelait weekendiste, et je déchargeais les avions. Et une fois, je me suis même fait un limbago, je ne me dirai pas, et malgré mon limbago, je suis resté au boulot parce que, je voulais, j'avais besoin de cet argent, et c'était surtout que j'étais déjà dans la Sabena, j'avais déjà un pied là-bas. Exactement. Et donc, quand je déchargeais 4 valises, si je voyais le pilote passer, je lui parlais, j'avais mon badge d'élève pilote, je lui montrais, il me laissait dans le cockpit. Plein de fois. D'ailleurs, une fois, pour la petite histoire, on m'a oublié dans le cockpit. C'est-à-dire qu'ils ont fermé l'avion, moi j'ai parlé avec le pilote, j'ai carrément oublié que j'étais pas le pilote. Et donc j'étais assis à l'arrière avec eux. Et à un moment donné, je dis, mais attends, il y a un problème. L'avion, il démarre, je ne vois plus les escaliers. Et mes collègues m'avaient oublié dans le cockpit, donc j'aurais pu partir ce jour-là avec eux. Donc on a dû réouvrir l'avion pour que je puisse redescendre. Mais donc voilà, donc pendant tout ce temps, j'allais tous les week-ends à Zaventem, ce qui était, c'était pas le plus amusant à faire d'aller tous les week-ends à Zaventem, mais
décharger des avions ne m'a jamais fait peur et surtout j'étais dans l'avion, j'étais dans le monde et j'étais dans mon élément. Ouais. J'entendais le bruit des avions, je pouvais parfois poser des questions sur des choses que je ne comprenais pas en cours, puisque ça reste somme toute des études pas très faciles, hein. Il y a beaucoup de facteurs, il y a la physique, la chimie, les maths, la réalité, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et donc voilà, j'ai pu aller dans les tours de contrôle, comprendre ce que les contrôleurs aériens avaient besoin et pourquoi on était, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce que nous on doit leur expliquer et pourquoi c'était si technique, parce qu'on pense que ce sont des termes spécifiques à l'aéronautique, hein, c'est pas, on ne tape pas une conversation avec un contrôleur aérien, on dit je suis à tel point, à telle altitude, je veux atterrir, je veux décoller, donc voilà, mais grâce à ça j'étais vraiment dans l'environnement et je n'étais pas le seul, il y avait d'autres élèves pilotes qui étaient avec moi, donc on partageait une passion commune. Et vous imaginez 8 heures dans les avions pour quelqu'un comme moi qui était passionné, j'aurais pu nettoyer l'avion, ça aurait été pareil, ça ne m'aurait jamais dérangé. Ah ouais. Mais est-ce que vous avez senti comme un sentiment d'injustice? Parce qu'au final, vous vous sentez, comme vous dites ici, vous passez 8 heures, vous travaillez tous vos week-ends, ça permettait de payer vos heures, donc il y avait vraiment l'investissement qui était là. Mais puisque vous aviez le profil mais qui n'a rien à voir, simplement parce que c'est vos origines et que ce sont des stigmates, alors c'est compliqué, j'entends bien, en plus moi j'ai une origine particulière, j'ai un papa, maman marocaine, maman russe. Donc imaginez le profil que moi j'ai est encore aujourd'hui, en 2024, mon profil est encore plus alarmant, parce que vous imaginez si on met les noms sur les origines des deux côtés, ce sera encore peut-être plus compliqué aujourd'hui. Mais effectivement, mais à côté de ça, les mêmes années, souvenez-vous, il y a la fête de la Sabena. Il y a la fête de l'école, il y a tellement eu dans le monde de l'aviation et de l'aérien des problèmes que finalement, oui, j'étais triste, oui, j'en voulais à la terre entière. Je ne comprenais pas, qu'on puisse dire oui parce que voilà, mais à côté de ça, ce qui m'a rassuré et qui m'a mis un peu de baume au cœur, c'est que d'autres qui avaient des origines belges, italiennes, françaises, peu importe, se sont retrouvés dans le même moule que moi. Au début, c'était moi, mais après, on s'est tous retrouvés au même endroit, c'est-à-dire avec une licence et pas de travail. Ah oui. Donc, au final, on s'est tous retrouvés là. Il y en a qui ont continué et qui ont développé d'autres. J'aurais dû les écouter partir parce qu'on avait des possibilités de partir à l'étranger, en Afrique, dans d'autres pays. Quand on est chez papa, maman, qu'on est habitué, moi je suis né, j'ai grandi dans une famille où on est très proche de sa famille et de ses parents. Je n'ai qu'une petite sœur, donc on n'est pas une grande famille du côté de mon papa, de ma maman. Donc j'avais peur de me détacher de mes parents et de partir à l'inconnu. C'était en 2001, il y a 23 ans. Ce serait aujourd'hui, j'ai une fille, Amel, elle fait des études en droit international, je l'encourage à partir à l'étranger. Mais en 2001, le contexte mondial était différent. Parce que je me suis dit, tiens, si j'ai ce problème ici, pourquoi est-ce que je ne l'aurais pas ailleurs? Mais à côté de ça, c'est une erreur que j'ai faite, puisque d'autres qui étaient à l'école avec moi sont toujours aujourd'hui pilotes, en Afrique, aux Émirats arabes, en Amérique. Eux, ils ont le courage de franchir ce pas que je n'ai pas fait. Vous êtes plus resté, privilégier la famille, mais finalement, vous vous sentez plutôt pas mal. Je me sens bien. Et de ce jour-là, je me suis dit, tout ce que j'aimerais faire, je le ferai. C'est pour ça que j'ai fait plein de boulot. Non pas parce que on me virait ou qu'il y avait des problèmes. C'est parce que je suis quelqu'un, quand je vois quelque chose, j'ai envie de le savoir, j'ai envie de le connaître, j'ai envie de le découvrir. Et ça va dans tous les domaines. Dans le domaine des voitures, j'aime beaucoup les voitures, mais dans le domaine du boulot aussi. Et donc j'ai fait des boulots où on va en parler un peu plus tard, où j'ai ouvert des portes que je n'aurais jamais ouvert dans un cockpit d'avion. Parce que finalement, un cockpit d'avion, ça ne reste que 2 personnes dans une petite surface. Donc il n'y a pas une ouverture. Donc la vie, parfois, vous rend l'appareil dans l'autre sens. Et ça m'a permis effectivement de m'ouvrir à d'autres choses et de voir plein d'autres choses. Mais ici, à partir de 2004, vous devenez le chauffeur du ministre. Ouais. Mais comment ça se fait? Donc vous avez quitté votre emploi de Cora pour devenir le chauffeur du ministre. Ça s'est passé comment? Et comment est-ce que vous vivez justement ce nouvel emploi en fait? Alors donc de 2001 à 2004, j'ai fait le Cora. J'ai fait plusieurs boulots au Cora. J'ai fait un peu tous les rayons. Puis j'ai travaillé pour un sous-traitant du Cora. Bref, j'ai tourné autour du Cora pendant toutes ces années. Et puis ça m'ennuyait. C'était de l'intérim, c'était pas waouh, ça me dérangeait. Et j'ai une maman qui a un sacré caractère et qui a un bon relationnel aussi à l'époque. Et donc un jour, elle m'a dit, tiens, demain matin, tu vas aller te présenter
à la SRIW, donc c'est une société, la banque de la région wallonne qui est ici à Liège, et tu vas aller voir monsieur Sécaris, qui est mort, paix à son âme. On va voir ce qu'il peut faire pour toi. Et donc je suis arrivé dans le bureau de ce grand monsieur, 2 mètres de haut, 190 kilos. Wow. D'ailleurs quand je suis arrivé, il avait un étage que pour lui, je suis arrivé à l'étage. J'étais impressionné par le gars parce que la porte de son bureau était ouverte face à moi. Et il m'a dit, donc c'était ma maman qui avait obtenu le rendez-vous via une de ses relations. Et il m'a dit, voilà, j'ai besoin d'un chauffeur parce que le mien va se faire opérer. Tu peux commencer demain? Ah oui. J'ai dit chauffeur 2. Il m'a dit, mon chauffeur. Voilà, moi, le gars avait des mandats partout. Était proche du roi, l'ancien roi, le roi Albert, très proche du roi. Et je dis, mais attendez, moi j'ai pas compris ça, c'est quoi ça? Et donc il m'a dit, ok, tu peux venir. Et donc, monsieur Sécaris, donc j'ai commencé le lendemain. Donc j'ai suivi une formation avec ce qui est devenu un ami à moi, qui était son chauffeur, Gérard. Et je me suis retrouvé, c'est lui qui a participé à la mise en place du gouvernement wallon en 2004. Okay. Et donc il est devenu chef de cabinet d'un ministre, on en a parlé que je ne peux pas, voilà, je peux pas donner le nom pour des raisons de confidentialité. Il est devenu chef de cabinet de ce ministre et il m'a dit, tu viens avec moi, Coq, parce qu'il m'appelait Coq. Donc pendant que son chauffeur était là, je l'ai véhiculé et j'ai découvert un monde, c'était l'envers de la politique, c'est-à-dire le côté derrière le rideau. D'accord. Et j'ai été fasciné de voir comment cet homme de l'ombre avait une influence et un pouvoir sur la lumière. Okay. Et on a parlé, puis il a mis en place donc, tout le gouvernement, il a négocié les choses. Et puis donc, il est devenu chef de cabinet d'un des ministres qu'il avait mis en place. Et son chauffeur est revenu, et un matin, j'allais chercher tous les matins, donc c'était un rituel, on prenait un déjeuner, on discutait, puis il me dit, bon, moi, mon chauffeur est revenu, je vais te mettre chauffeur de la ministre. Okay. Je dis, comment ça? Écoute, moi je pense que c'est bien, t'as du charisme, t'as du bagou, t'es quelqu'un de discret, c'est très bien. Okay. Donc on est monté dans l'ascenseur et le hasard a fait qu'on est monté en même temps que la ministre dans l'ascenseur. Okay. On s'est retrouvés tous les trois. Et donc je me souviens, donc lui était beaucoup plus massif que nous, donc l'ascenseur était un peu étroit. Et il a dit au ministre, voilà ton nouveau chauffeur. Okay. Et le ministre a regardé en disant, ah oui, voilà, c'est lui. Voilà. Il va aller signer son contrat au 6e et c'est réglé. Okay. Et donc ce jour-là, l'après-midi, j'étais dans le bureau du ministre et on m'a dit, bon ok, je vais être votre chauffeur. C'est comment on fait? Qu'est-ce que je dois faire? Donc pareil, on a un peu... Il devait... C'était une nouvelle fonction pour lui, il n'avait jamais été ministre. Donc on a fait ça ensemble. Et je suis devenu donc chauffeur du ministre. Et après, j'ai travaillé dans des cellules, j'étais dans des mouvements de jeunes politiciens. On m'a un peu mis à gauche, à droite. J'ai représenté le ministre à divers événements. Et donc, j'ai découvert à nouveau une nouvelle chose que je ne connaissais pas, la politique. Et j'y ai adhéré et j'ai bien aimé. Ok. Et alors, ici, comment est-ce que vous avez, justement là, vous passez du chauffeur du ministre à l'homme politique, plus dans la politique locale, mais de base, vous étiez là pour représenter le peuple maghrébien et les Marocains, et finalement vous vous retrouvez du coup à vous battre pour tous les citoyens belges, si on peut dire comme ça. Mais comment ça s'est fait? Parce que là, vous entendre parler, on a l'impression que c'est si simple que ça en fait. Donc ouais. je suis chauffeur aujourd'hui, demain je suis de la politique, donc ça a l'air très facile. Alors c'est le même exemple que j'ai donné tantôt avec la Sabena. Quand on a un pied dedans, on voit l'autre côté, l'envers du décor. Et donc j'ai vu ce que c'était de la politique. Parce que dans un cabinet, il y a le ministre que tous les citoyens connaissent, mais il faut savoir qu'autour d'un ministre, il y a un énorme staff qui fait du travail. Et donc moi au quotidien, j'étais en contact avec eux. Puisque vous savez, quand vous êtes chauffeur d'un ministre, dans un cabinet, je dis toujours c'est la meilleure place. Okay. Mieux que ça, vous ne pouvez pas faire. Vous êtes H24 avec le ministre. Vous entendez des choses que personne d'autre n'entend. On n'est que deux dans la voiture, on n'est pas quatre, on n'est que deux dans une voiture. Vous vivez les émotions avec la personne vit les émotions avec vous. Vous entendez ce qui se passe et vous trouvez les bonnes personnes qui sont les bons leviers. Et donc c'est comme ça que naturellement je me suis dit tiens j'aime bien. Et donc elle m'a dit comment on se fait de la politique au niveau local, puisque normalement c'est un cheminement logique aussi, tout le monde ne devient pas ministre d'un coup. C'est comme ça que j'ai intégré d'abord la commune de Anse, où j'ai commencé à faire de la politique locale. Et c'est là que je me suis dit ok, on m'appelle
pour être un des représentants de la communauté maghrébine, parce que c'est ça, in fine, au début, c'est qu'on a dit, dans la politique, il faut des représentants de tout, il faut pas se cacher, on prend des représentants de chaque origine, de chaque ethnie, de tout horizon. Aujourd'hui, on prend de tout, les origines sexuelles, les origines ethniques, mais on essaie vraiment d'avoir une représentation complète d'une société. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là, et puis je me suis étendu en me disant, mais je ne suis pas que marocain, je ne suis pas que marocain russe, je suis moi, qu'est-ce que je peux faire? Et là, on m'a dit, mets-toi sur une liste. Et là, j'ai fait campagne avec des Italiens, des Marocains, des Turcs, des Espagnols, des Belges. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est bien, on est ensemble dans un même programme. Et je me suis dit, ça me va mieux la politique locale, parce que je suis quelqu'un qui est plutôt proche des gens, que de la politique fédérale ou régionale, qui reste une politique quand même moins de proximité. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à parler avec les gens dans la commune, comme vous le savez. Je m'entends avec beaucoup de gens à la commune. Et aujourd'hui, la réalité du citoyen, elle est là. Donc l'impact de la politique aujourd'hui, il est plus représentatif au niveau local qu'au niveau fédéral. Fédéral, c'est pour tout le monde. Local, c'est local. Qu'est-ce que ma commune a besoin? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce que mes citoyens attendent? Et c'est là, le cœur du problème des gens, il est là sur le terrain. Le Premier ministre n'entend pas ce que l'habitant d'Awan a comme revendication, mais le bourgmestre ou l'échevin ou le conseil communal peut l'entendre. Et nos problèmes locaux ne peuvent pas être relayés au niveau fédéral et on ne peut pas avoir un soutien d'un problème local. Et aujourd'hui, je pense que la politique doit revenir au centre du débat local et écouter le citoyen. Et nous sommes là, à notre niveau politique, pour être justement des relais à des niveaux de pouvoir plus élevés, fédéral ou régional. Et on est là pour dire, voilà, dans ma commune, il y a ça qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous l'avez vu l'autre fois, vous êtes venu au vœu du PS d'Awan, vous avez vu qu'on est proche, qu'on sait ramener aussi nos ministres et nos députés quand on a besoin d'eux. Et aujourd'hui, comme M. Dardenne vous l'a d'ailleurs expliqué dans l'interview, ils sont là pour ça, pour nous entendre, et nous, on doit être un relais. Et je pense que celui qui veut faire de la politique aujourd'hui, la vraie politique, c'est la politique locale et sur le terrain. Mais est-ce que vous avez des formations justement, parce que quand vous vous retrouvez là, ce n'est pas vos études de base. Est-ce que vous êtes quand même pris en charge avec des formations pour savoir comment vous devez vous tenir, comment est-ce que le travail fonctionne, ou simplement vous êtes mis dans le tas et vous apprenez C'est un mix des deux. Alors, soit on apprend, moi j'ai la chance d'être autodidacte, j'apprends beaucoup de moi-même, je suis quelqu'un de très curieux comme on l'a dit tantôt, donc je me renseigne, j'ai fait de la politique avant, donc je sais les niveaux de pouvoir, les relations, qui fait quoi, qui est quoi, bien que ça a évolué, mais on nous apprend, aujourd'hui on nous apprend, il y a des formations qui sont données en interne, le bourgmestre par exemple dans notre commune peut être un relais, si je veux apprendre quelque chose, je peux poser la question à mes échevins et à mon bourgmestre pour leur demander tel et tel point comment ça se voit, et voilà, donc il y a des écoles internes, je pense, il y a des formations dans tous les partis, ça c'est tous les partis, c'est pas que qu'un ou l'autre. Donc il y a des écoles où on vous apprend des formations, et puis je pense que la réalité, c'est le terrain, et comprendre comment fonctionne le terrain. Okay. Donc ici, alors, il y a une sorte de cellule alors, qui est mise en place à la commune pour tous les citoyens. Quand il y a des petits soucis, qu'on ne sait pas très bien comment s'organiser, on peut éventuellement venir vous trouver et vous nous accompagner alors dans les démarches, du moins à trouver des solutions. Voilà. Donc il y a des permanences, par exemple, très simplement. Donc, le bourgmestre organise des permanences toutes les semaines auxquelles je peux venir avec vous sans aucun problème. Moi, je représente Christy Montréal. Donc la ministre fait une permanence pour les citoyens de la commune d'Awan tous les premiers samedis du mois. Donc sur rendez-vous, puis on fait le relais. J'ai mon collègue Luc Soutowska qui représente lui Frédéric Dardenne. Donc effectivement, on met en place des cellules, on met en place des rendez-vous pour que le citoyen qui est un peu perdu face à une problématique ou face à l'administration puisse trouver une solution. Donc oui, ça existe, il y a un soutien, il est là. C'est dans toutes les communes, c'est pas qu'Awan nouveau. Je pense que dans 99% des communes aujourd'hui, il y a un relais que le citoyen ne connaît peut-être pas et que le citoyen n'utilise pas assez, je pense. En tout cas, il faut saluer justement le fait que vous soyez vraiment à l'écoute du citoyen, parce que ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul et que vous êtes là, et surtout pour les jeunes et les personnes qui nous suivent. Donc peu importe ce qui nous arrive, on ne doit jamais baisser les bras. En tout cas, personnellement, c'est ce que je retiens. Parce que de base, quand on regarde votre histoire, tout était foutu. Votre monde était écroulé, mais vous avez pris sur vous, vous vous êtes pas dit « ouais, moi je suis diplômé, j'ai mon bac plus », mais vous avez fait tous les boulots qui se sont présentés à vous pour au final arriver où vous êtes arrivé. Moi, j'ai envie de dire à un jeune qui nous écoute, qui nous suit, il ne faut jamais baisser les bras.
Il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut surtout pas sous-estimer en fait. Il ne faut vraiment pas se dire oui mais ça s'arrête là, moi je ne peux pas. Mais si on prend sur nous et qu'on sait ce qu'on veut, on peut changer, peu importe n'importe quelle situation qui peut nous arriver, on peut y arriver en fait. Tout à fait. Donc, peu importe le diplôme. Moi je dis toujours, je connais des gens qui sont plus diplômés que moi et qui sont moins intelligents que moi. C'est pas péjoratif que je le dis. C'est parce que j'ai une force de réactivité qui est différente de la leur. Il ne faut pas tout stigmatiser sur l'école et pas se dire j'ai raté l'école, ma vie est foutue ou je n'ai pas le bon diplôme. C'est faux. Moi j'ai appris avec la persévérance paye. C'est toujours la persévérance. Le courage paye. Il faut avoir de l'audace. C'est pas parce que vous n'avez pas le bon diplôme que vous n'êtes pas à la bonne place. Il faut développer, montrer ses qualités. Il faut donner envie à l'autre personne. Moi, j'ai géré les centres Covid pendant la crise. J'étais coordinateur de plusieurs centres Covid de tracing testing. À un moment donné, on était 400. Est-ce que vous pensez que dans les 400, tout le monde avait le profil qu'on recherchait? Non, pas du tout. Non. Mais quand on recevait les gens, moi, ce que j'entendais, moi, le CV, c'est dans le CV, on peut tout mettre. Exactement. Aujourd'hui, en 2024, un CV, à Facebook, à LinkedIn, on peut tout mettre et ne rien mettre. Ça ne veut rien dire. C'est quand la personne est face à vous qu'on voit, est-ce qu'elle est courageuse, est-ce qu'elle est honnête, est-ce que je vais pouvoir compter sur elle. Mais c'est ça que moi j'attendais. Donc moi, quand l'intérim nous envoyait des profils ou des choses, ou que les gens venaient me trouver pour un boulot, moi je n'ai pas besoin, je leur dis pas besoin de je ne veux pas ton CV. Parle-moi de toi. Exactement. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Et pourtant, je vous dis, dans 400 profils, imaginez, si j'en avais la moitié qui correspondait à l'annonce qu'on avait mise, c'était beaucoup. On avait des gens qui étaient sans boulot, parce que le Covid, de l'Eureka, des hôtels, des gens qui venaient des bureaux. Exactement. Moi, j'avais des diplômés qui avaient un plus grand diplôme que moi et qui étaient pourtant en dessous de nous. Mais les gens n'avaient pas de boulot, ils devaient manger. Donc à partir de ça, si la personne met de côté son diplôme et dit « bon, moi je vais apprendre parce qu'on a pour apprendre », on est là, c'est ça. Et c'est toujours ce message que je dis à plein de gens. Même à mes enfants, je leur dis « ce n'est pas grave, il faut persévérer ». Ce n'est pas le diplôme qui fait quelqu'un, c'est sa personnalité et son âme. Exactement. Le diplôme, c'est une formalité. Tout le monde peut aller à l'école. Peut-être que tout le monde ne peut pas réussir, mais on peut tous y aller. On a la chance en plus en Belgique d'avoir un enseignement super accessible. Mais après, vous pouvez être diplômé ingénieur et moi pas, et peut-être que voilà. Et quand vous regardez l'histoire des gens, regardez, tout le monde, ceux qui ont réussi ne sont pas spécialement les plus diplômés. Exactement. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas beaucoup diplômés et qui ont fait des richesses dans le monde entier. Donc moi je pense que c'est la persévérance et c'est l'intérieur. C'est qui je suis, je veux savoir où je vais et comment j'y vais. Mais voilà, il faut se fixer un objectif et vouloir l'atteindre. J'ai encore parlé il n'y a pas longtemps avec un CEO d'une très grosse boîte de Belgique, une des plus grosses boîtes de Belgique. Et je lui dis, mais c'est quoi ton parcours? Il est rentré comme délégué commercial. Et à un moment donné, il a gravi, puis pour être directeur, il n'avait pas le bon diplôme. Donc on l'a bloqué à ce niveau. Et un jour, son patron, donc le CEO, l'ancien, l'a assis dans un bureau, il lui a dit, tu vas me remplacer. Et tu vas aller à l'UNIF payé par la boîte. Donc le garçon a été payé par cette boîte pendant 3 ans pour avoir le bon diplôme parce que c'est une boîte internationale et que le diplôme était obligatoire. Mais donc, regardez, imaginez que son propre employeur a payé pour faire pour que son successeur ait le bon diplôme. Exactement. À la gare, cette personne n'a pas son CESS. Il est CEO d'une boîte qui est implantée dans 54 pays, je m'en souviens. Il a 900 personnes en dessous de lui en Belgique. L'histoire là. Il y a des exemples concrets tous les jours. C'est la persévérance et l'honnêteté, le combat, ne pas baisser les bras. C'est pas facile tous les jours. J'ai pas eu facile tous les jours. Je veux dire, quand j'étais chauffeur d'un ministre, alors qu'à bas je devais piloter un avion, moralement, ça n'a pas toujours été bien dans ma tête. Je me suis parfois posé des questions. Mais qu'est-ce que je devais faire? J'avais une femme, des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester comme ça et attendre que la vie avance. La vie avance beaucoup trop vite. Je vois mes enfants, hier je partais avec eux à la mer, aujourd'hui, je les regarde, et vous les connaissez. Aujourd'hui, je regarde mes enfants, c'est ceux qui me conduisent en voiture. La vie a évolué, mais je me souviens encore d'eux et de voyages qu'on a fait ensemble. Et donc aujourd'hui, je leur dis, la vie avance beaucoup, beaucoup trop vite. Il ne faut pas se bloquer sur des arguments comme ça. Il faut persévérer, se battre, et peu importe son origine. Aujourd'hui, la société a encore évolué. Qu'on soit africain, marocain, russe, belge, italien, ce cliché, aujourd'hui, ne doit plus être un blocage.
Il y a tellement de choses qui ont évolué. Aujourd'hui, on va à des réunions à Londres, ou à Paris, ou à New York, comme on va en train à Bruxelles. Exact. Donc aujourd'hui, tout le monde s'évolue. Il faut continuer et persévérer et ne pas se bloquer sur des clivages. Exactement. Avoir la détermination, vraiment savoir ce qu'on fait et le courage d'affronter. Et ne pas se fier sur ce que les autres pensent de vous ou pensent de ce que vous faites. Je l'ai appris plein de fois, mais déprimant. La famille, ils sont toujours là. Il faut dire merci à Dieu d'avoir une famille. Amen. Mais ils seront toujours souvent de bons conseils, mais toujours protecteurs. Exact. Écoutez-les, il faut pouvoir entendre des conseils, mais il ne faut pas s'arrêter sur ce que les gens vous diront souvent. C'est pas une bonne idée, il y en a déjà. J'ai fait plein de fois, j'ai fait des projets. On pourra encore en parler dans. À un moment donné, j'ai fait un projet où mes parents n'y croyaient pas. Et puis un matin, je me suis retrouvé le 9e meilleur patron de Belgique, avec un article dans le journal. Comme quoi. Moi, je ne m'y attendais pas non plus. Et puis un matin, le journal m'appelle et me dit, ben voilà, vous êtes le 9e meilleur patron de Belgique, avec un article avec ma tête. Et mes parents m'avaient dit un an avant, waouh, non. En plus, mes parents ont une carrière linéaire, ils ont fait une carrière comme ça. Donc, indépendant pour eux, déjà, ça fait peur. Et indépendant comme moi, qui voulais faire tout ce que je voulais, parce qu'à un moment donné, j'en avais des commerces et des boîtes. Moi-même, je m'y perdais. J'ai été à un moment donné à la FIA, donc j'ai fait le tour du monde pour les courses sportives. C'est ce que je vous dis tantôt, j'ai toujours fait ce que j'avais envie. Quand quelque chose m'intéressait, je voulais le vivre. Et je l'ai fait. Ah, ben en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons marquer une petite pause pour écouter une chanson de Maman Nana Lukizo. Je vous présente le livre de Maman Nana, écrit par Maman Nana. Elle raconte sa vie dans ce livre, le jour où tout devint noir. Je vous conseille vivement de le lire, c'est un très bon livre. Moi-même, j'ai commencé à le lire. Et aussi, il y a son album qui est déjà sur le marché, Merveilleusement fidèle. Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerai. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi, je louerai. De retour sur le plateau de Parle-moi de toi TV. Comme on aime le dire chez nous, Parle-moi de toi TV a pour objectif d'encourager, de motiver à travers des témoignages des personnes qui ont vécu en fait leurs histoires pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous motiver, pour des personnes qui se posent des questions s'ils doivent se lancer dans telle ou telle activité. Le but vraiment de notre chaîne, c'est encourager et motiver. Donc n'hésitez pas, si vous avez une idée à défendre, une entreprise à promouvoir, un album, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nos coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Comment ça va depuis? Ça va et vous? Ça va bien, merci. Ben, ici, on a... Tout à l'heure, vous parliez de vos enfants. Et alors, on a une question de la part de l'une de vos enfants. Je vais vous donner le téléphone que vous allez écouter. Quand vous êtes prêts, vous appuyez dessus. Ah. Vous pouvez commencer. Le dernier message, là? Ben, les trois. Les trois. Ah. Coucou papa, c'était pour te dire qu'on est fiers de toi et de ton parcours. Coucou Sam, on voulait te remercier de toujours être là pour nous et de toujours faire ce qu'il faut pour nous. Merci. Merci beaucoup. Oui Sam, je rejoins Anissa et Amel, merci pour tout. T'es quelqu'un de super, plein de conviction, merci beaucoup d'être là. Ouais, ça c'est pas une question ça. Non, mais justement, c'était un message d'amour de la part de tous vos enfants. Merci. Je suis un peu ému là, ouais, merci. Ben voilà, parce qu'elle me disait justement qu'ils étaient super fiers de vous, de votre parcours. Surtout Anissa, elle le dit, je suis très très fière de mon papa et donc... Mais on fait ça pour eux. En fait, je fais pas ça comme mes parents l'ont fait pour moi. Et que je les ai rendus fiers, ou peut-être pas toujours fiers, mais peu importe, ils sont toujours là pour moi. On fait ça pour eux, on fait pas ça pour rien. Voilà, mais voilà, j'ai de la chance d'avoir trois merveilleux enfants qui font ma fierté tous les jours. Il y a Anissa que vous connaissez très bien. Elle est dans la même philosophie que moi. C'est quelqu'un qui aime beaucoup découvrir les choses et qui a des grandes ambitions. Et voilà, comme mes parents étaient là pour moi, moi je suis là pour eux. Et Anissa, voilà, me dit qu'elle va aller étudier à Maastricht, comme quoi il ne faut jamais avoir peur de n'importe quoi. Et je suis là. Et si elle va aller étudier à New York, je serai là. Si elle va étudier à Paris, je serai là. J'essaie d'être là.
Et j'essaie de les aider au mieux que je peux tous les jours. Donc voilà votre question. Merci. Vous m'avez pris au dépourvu là. Ben voilà, le but c'était que vous ne le sachiez pas. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était une question pour ne pas vous dire une déclaration. Merci. Je vous en prie, en tout cas, c'était avec plaisir. Merci. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous répondre et le temps d'être venu sur notre plateau. On va clôturer notre émission. Est-ce que vous avez un mot à dire pour pouvoir clôturer ou nous pouvons clôturer? Merci de m'avoir reçu. Merci à vos auditeurs et auditrices d'écouter, de vous suivre. J'ai entendu au début que si vous étiez là pour aider, encourager les personnes qui ont un projet ou qui veulent se lancer, c'est très bien, c'est encore, c'est tout à votre honneur. Il faut continuer à persévérer, aider tous ces gens qui y croient et qui veulent se battre pour un projet ou une idée. Rester en contact comme ça, c'est très bien et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre projet et j'espère qu'un jour on pourra voir à la TV votre émission et je pourrais dire que je vous connaissais au début et je connais une star. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Restez bien nombreux à continuer à nous suivre. Nous allons revenir avec d'autres témoignages, d'autres émissions. Et n'oubliez pas, on peut devenir qui on veut si on sait qui on est. Avoir la détermination, le courage de se dire « je peux y arriver, si je me donne à fond, on n'a rien sans rien ». Il faut bosser, il faut travailler, il faut se donner les moyens, comme vous venez de l'entendre. Restez branchés, je vous dis à très bientôt sur Parlement de Toi TV et merci de nous avoir suivis. Shalom à vous, je suis Nana Lukezo, le miracle de Dieu. Je viens te parler d'une structure que j'ai découverte et qui m'a fait beaucoup de bien. Parle-moi de Toi TV. De venir prendre des témoignages pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Et je voudrais juste te dire que moi, je soutiens à fond et à 100% cette vision. Et je te demande de soutenir et de t'abonner à cette chaîne pour pouvoir ne rien rater. Si tu veux être édifié, tu veux être solidifié et fortifié dans ta foi, c'est le bon endroit pour pouvoir venir prendre les bonnes informations qui vont nourrir ta foi, qui vont nourrir ta vie spirituelle et ne pas t'attarder sur des futilités. Que Dieu te bénisse. C'était Nana Lukezo, le miracle de Dieu.